Donc, je vous présente Pierre Baudry qui va enchaîner. Alors, on va faire un petit chemin en fait en 6 étapes. Moi, je vais démarrer par quelque chose d'assez, on va dire, encore transmissif, un peu classique, en disant d'où on part au niveau pédagogique et vers où on a envie d'aller avec cette histoire d'espace. Pierre, il fait ce qu'il veut sur la scène et puis on parlera de ses chaises après. Donc, dans un premier temps, je vais cheminer, zoomer sur l'apprenant, on va reparler de multimodalité. Ah, on va faire un détour par les chaises. Et là, je laisserai la parole à un membre de l'équipe des chaises, Steelcase, qui nous dira qu'est-ce que c'est ces chaises et pourquoi elles sont là et comment elles marchent. Et puis je laisserai la parole libre à Pierre qui nous embarquera sur des images et je ne sais absolument pas ce qu'il va dire. Et ça sera la surprise. Donc notre intervention, elle est autour de qu'est-ce que c'est cette histoire d'espace et de mouvement dans l'apprentissage pour finalement résumer notre thème et on va voir comment on s'en sort. Alors je démarre très classiquement, c'est vous, sauf que vous n'êtes pas sur la photo, mais c'est comme si vous y étiez. Et on part d'un transmissif qui, lui, finalement, fait que ça marche bien si vous avez un corps bien verrouillé, une attention bien soutenue, que vous avez un projet d'apprentissage, qu'en gros, vous n'êtes pas là parce qu'on vous y a forcé, mais que vous en aviez envie, qu'il y a quand même assez bonne proximité théorique entre vous et moi, c'est-à-dire que ce que je dis est rendu ou assez clair ou que les notions que vous avez dans votre tête ne sont pas trop distantes des miennes. Ça marche à peu près si j'essaie d'être charismatique et si je suis à peu près claire. Et ça marche si vous avez ce qu'on appelle une autodétermination ou une capacité à vous réguler, c'est-à-dire à relancer votre énergie quand vous en avez marre, à maintenir vos projets et à vous dire que tout ça pourrait bien vous servir à quelque chose. Donc si vous ancrez dans votre pratique et projetez un usage de ce que je suis en train de dire. Et enfin, si nous n'avons pas de nuisances physiques, sous-entendu chaleur, bruit, faim, perturbation, etc., c'est-à-dire qu'on en perd un certain nombre d'apprenants, puisque les conditions ne sont pas forcément réunies. Qui plus est, on sait en pédagogie, je fais un schéma à la Patrice, on sait en pédagogie que expliquer ne permet pas toujours d'apprendre et que par contre faire apprendre va passer par des méthodes que l'on appelle plutôt inductives, puisqu'en pédagogie c'est plutôt celui qui parle qui apprend et en l'occurrence moi qui me perfectionne à chaque fois que je refais le même discours. On essaie aujourd'hui de plus en plus et on y arrive à cheminer vers ce que l'on appelle de façon générale les méthodes actives et là-dedans l'idée par rapport à ce corps ficelé, c'est que le corps puisse être en mouvement, ou en tout cas qu'il ne soit pas interdit de mouvement, ce qui est un peu différent. On sait que ça marche mieux si plutôt que d'écouter, vous essayez d'inventer, qu'on vous met en situation de création et de production, et qu'on vous propose un ludique, mais à condition que ce ludique ne soit pas distractif, parce qu'on se rend compte que c'est un risque d'échec des méthodes actives qui est, j'arrive dans une salle où les gens se parlent et sont très en interactivité. Et quand j'ai fini la séance et que je demande aux gens qu'avez-vous appris, ils peuvent dire c'était génial, mais je ne sais pas si j'ai appris grand-chose. C'est quand tout à coup on fait une bascule du magistral à l'actif en donnant la primeur finalement au jeu, mais un jeu distractif. Freinet parlait de jeux hashish pour dire il ne faut pas faire des jeux hashish aux élèves, mais des jeux qui ne sont pas distractifs et qui leur permettent d'oublier la notion, mais des jeux qui font apprendre. Donc ça marche si c'est au service du temps d'apprentissage et si votre boulot c'est de bien réguler tout ça et si vous proposez aux gens d'être là, vous voyez l'activité intense du forum de l'année dernière, de produire des outils, de les socialiser et de les discuter. Donc entre notre situation ici et celle-là, on a un pas pédagogique assez important et fait et toujours à faire de façon à dynamiser tout ça. Alors j'ai remis ici les nouvelles façons, enfin si vous voulez, dans quel bain théorique on est pour penser les conceptions de l'apprenant, avec l'apport des neurosciences dont on a parlé tout à l'heure, cette question d'autodirection, je fais un peu dans le désordre, et votre capacité à vous réguler. Ça renvoie à tout un tas de compétences cachées finalement, parce que quelqu'un peut ne pas savoir apprendre tout seul, et quand on le met dans des situations où il n'est pas soutenu, il est en difficulté.
Et aujourd'hui, pas mal de travaux sur les intelligences multiples de Gardner qui reprennent finalement peut-être ce que Patrice évoquait sur repérer les grandes modalités de la personne pour lui proposer une variation dans les modalités de formation. Donc on arrive à parler pas mal de multimodalité, sous-entendu comme une proposition faite à l'apprenant, non pas pour lui enseigner, mais pour faciliter son apprentissage. Je les mets en grand parce que ça paraît important, avec la notion d'apprenance au centre du dispositif. Donc en gros, on passe d'enseigner à un élève, alors je caricature un peu, à mettre en place une multimodalité qui favorisera le projet de l'apprenant. Donc ce changement de vocabulaire n'est pas neutre, puisqu'on peut parler d'un changement de posture. Aujourd'hui, la multimodalité, je ne vous la décris pas, je vous montre qu'elle est multiple, riche et parfois trop foisonnante. Et ce qui nous intéresse, c'est ça là, c'est comment alors on pourrait, alors qu'on est en train de se dire que les supports, les outils, les lieux, les situations d'apprentissage doivent s'ouvrir, et on parlait bien de formation ouverte à distance jusque-là, on est en train, nous, de regarder comment la salle, qui est finalement le lieu le plus fermé, une espèce de tragédie grecque, on est tous ensemble dans un même lieu pour un même moment, elle-même pourrait s'imaginer autrement. Les espaces et l'apprentissage se posent pour que là, toute cette foisonnante ingénierie apprenante, que je ne choisis pas de détailler, mais c'est juste pour que vous ayez l'image de cette façon dont on fait essaimer là, les idées des modalités d'apprentissage. L'idée étant que la salle là-dedans devienne aussi un espace apprenant. Alors on a aujourd'hui, Steelcase nous propose cette diapo à 1900, à 1950, à 2016, finalement une grande stabilité des espaces d'apprentissage. Donc nous pouvons être rassurés, il y a une constance dans le changement. Donc la question de ressoucouer Montessori et la mettre dans la pratique et de faire essaimer les pratiques, de toute façon, peut continuer à se poser sans problème. Nous avons un terrain de jeu devant nous. Au niveau des innovations qui nous intéressent et qui commencent à essaimer, le mur créatif qui permet la trace. On a les lieux de pause intégrés, non seulement pour avoir les poufs de repos pour digérer les apprentissages, mais aussi pour être des lieux d'évocation d'idées sans qu'elles soient centrées sur quelque chose de trop rationnel ou de trop aigu, vous voyez, en termes de raisonnement, mais aussi pour réintégrer les temps de pause dans la production, plutôt que de systématiser la pause à 10h30, puis à 4h30, même si nous on va le faire, ne vous inquiétez pas, mais pour avoir une souplesse et un sentiment de liberté, c'est ce qu'on fait ensemble, enfin, ce que j'essaie de faire ensemble dans les lieux que j'anime. Des lieux qui n'existent pas encore comme ça, mais qui donnent envie, je ne sais pas vous, qui sont des lieux d'émergence d'idées autrement. Des espaces, voilà, des espaces de coworking, voilà, ouais. Des espaces de co-construction qu'on évoquera tout à l'heure, qui sont justement des lieux, vous voyez, de coworking et d'essaimage d'idées. Et je vous ai mis là des lieux parisiens. On commence à avoir des lieux toulousains, pour ceux que ça intéresse. Des lieux parisiens dans lesquels on fait des connexions tablettes, murs numériques. Vous retrouverez sur le site internet de leurs pratiques. Jusqu'à des lieux avec un choix de convivialité apparent, enfin fort, mais où on retrouve ce système d'espace dédié à des modalités d'apprentissage différentes et complémentaires. L'Open Café pour les Parisiens, c'est parisien, et le lieu précédent aussi. Jusque j'y arrive aux chaises de Steelcase que nous avons le plaisir de voir sur la scène, et qui ont une intention de favoriser les possibles mouvements par rapport aux intentions d'apprentissage. Donc je vais laisser peut-être la parole à Sophie, qui va aller nous faire visiter là-bas. Oui. J'embarque mes petits collègues avec moi parce que je ne suis pas venue toute seule, merci. Voilà. Donc restez, au contraire, prenez place, bien sûr. Donc l'idée... Tout ce que vous avez raconté, je dirais, et présenté,
Stilkes l'a observé. Stilkes, en fait, a pour objectif, je ne suis peut-être pas dans le bon sens, c'est pas très grave, a pour objectif d'observer et de faire de la recherche, alors pas de la recherche au niveau de la neuroscience, mais de la recherche au niveau du comportement. Et donc, c'est beaucoup inspiré en termes d'observation, justement par rapport aux espaces d'apprentissage. Ça, depuis plus de 2008, en France, en l'occurrence, et en Europe. Donc, je vous invite à bouquiner après les espaces d'apprentissage actifs. L'écosystème étant pour nous de prendre en compte bien évidemment les pédagogies qui évoluent, mais ça, je dirais, c'est votre métier, la technologie et avec les espaces. Pour autant, notre ADN, ce sont les utilisateurs. C'est ça qui nous intéresse, c'est leur bien-être, le bien-être au sens grand B. Donc l'idée de ces chaises, c'est pas neutre, hein, c'est bien évidemment voilà, de les avoir inventées pour pouvoir créer à un moment donné des espaces à n'importe quel moment de la journée, des espaces collaboratifs. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver, le formateur donne une consigne, et on peut en quelques minutes, je dirais, se retrouver pour pouvoir travailler avec une tablette ou sans tablette, avec changement d'espace. Voilà, on peut se retrouver à 4, complètement. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de gérer du mouvement. Donc, on souhaitait vous faire partager cette expérience-là en U. Voilà, en U. Par rapport à une intervention, voilà. Disons que là, l'outil nous amène directement, en fait, à être acteur aussi de la collaboration, c'est-à-dire le groupe de travail avec qui on veut travailler, les intervenants, on se place en fonction d'eux. Et ça, c'est extrêmement vivant. Donc, il y a le mouvement, on va dire, certes, uniquement, on va dire, des gens, pour autant, le mouvement dans l'espace s'insère. Et ça, c'est un petit peu redondant avec ce que nous a présenté Hélène tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on crée des espaces, une palette d'espaces dans un même lieu, qui peut justement accueillir à la fois la collaboration, à la fois le travail un petit peu en autonomie, à la fois le travail de création et d'exposition, et à la fois, bien évidemment, le travail de régénération. Donc voilà, je vous inviterai. Il y a juste un truc, attendez, je continue la pub pour Stilkes. Il y a juste un truc très astucieux, parce que quand on fait vous savez tous, quand on crée du mouvement dans une salle, les messieurs et les mesdames sont toujours en train de trimballer leurs sacs, leurs machins, leurs vestes, etc. Et puis dès qu'on les fait bouger, ils se disent oh, mais qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je vais mettre mes affaires, etc. Parce qu'ils sont bien confortables derrière leur chevalet, d'habitude ils ont leur monde pour leur truc. Et en fait, l'observation de ce genre de problème, c'est là où on voit que c'est une démarche de design, c'est le petit rangement en dessous, c'est-à-dire que vous trimballez tout votre monde en dessous de vous, donc vous pouvez vous déplacer sans l'angoisse existentielle de perdre votre sac à main. Voilà. Voilà, votre identité. C'est quoi ? Ah oui. Attends, je finis sur Alors, juste pour finir sur les chaises, c'est pareil. Comment elles sont arrivées là ? Pourquoi ces chaises, vous voyez ? Parce que bon, même chose, j'ai rencontré ces chaises. J'ai rencontré ces chaises dans la classe européenne du futur d'une part. Donc ça permet effectivement une modularisation des espaces d'apprentissage très rapide, non bruyante, où on ne dit pas gring les chaises, il faut les porter. Et ce sont des mobiliers que j'ai rencontrés à nouveau dans un espace de coworking aussi, où du coup les gens ont besoin de modifier la configuration de leur collaboration rapidement. Et j'ai trouvé que c'était très ingénieux et du coup j'ai continué à chercher qu'est-ce que c'était cette histoire et je trouvais intéressant qu'il se préoccupe effectivement comme va le dire Pierre, de design thinking, c'est-à-dire c'est nous comment on fonctionne et de quoi alors on pourra avoir besoin pour entrer dans des démarches actives. Et voilà, donc après vous pourrez les essayer si vous en avez envie. Alors certains me disent ouais mais ça fait faire des autotamponneuses. Pourquoi pas, après tout quand on en a marre, s'ils se mettent à faire les autotamponneuses, c'est que franchement c'est pas hyper intéressant ce qui se passe. Oui, bon. Juste on laisse continuer Pierre pour qu'il enchaîne là-dessus et après on aura tout un tas de questions sur la suite. Donc je le laisse faire, je me retire. Tu peux te présenter, par contre je ne l'ai pas fait.
Donc je m'appelle Pierre Baudry, j'ai créé il y a quelques années une agence de design et on fait entre autres choses, on crée des espaces et des espaces d'apprentissage, d'innovation pour les entreprises, les administrations. C'est pas notre activité unique, mais on crée aussi de l'espace. Alors moi, je vais vous présenter une vision design, mais aussi une vision un peu plus politique. Je pense que les sciences de l'éducation restent une science sociale, une science humaine en tout cas, et qu'il ne faudrait pas non plus l'abandonner totalement aux neurosciences et aux sciences cognitives. On peut aussi la réinvestir d'un point de vue sociologique, historique, etc. Je dis ça parce qu'on me laisse gentiment le micro. Il y a une espèce de tendance à la neuroscientification d'à peu près tout ce qui bouge. Je trouve ça génial parce que d'une certaine manière, ça a une consistance à ce qu'on fait. Hein. Je ne suis pas un obscurantiste, mais je ne crois pas qu'il faudrait oublier cette vision aussi sociale et politique du sujet. Et c'est ça que je vais vous présenter. Moi, je ne saurais pas faire autre chose, donc ça m'arrange de le proclamer comme un... Alors, comment ça marche? Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez... Alors, il y a marqué, non? Courons vite. Oui, non, vous ne reconnaissez pas. Est-ce que vous connaissez cette image? Vous devriez. Je vous prends un petit peu à défaut. Ah, presque. C'est l'autre. Voilà. Donc c'est une gravure qui a longtemps été en première page des premières éditions de l'Émile, voilà, ou de l'éducation, et on voit l'éducateur et l'éduqué en quelque sorte, le jeune noble, hein, parce qu'à cette époque-là, c'est à peu près tout ce qu'on éduque, le jeune noble qui est éduqué, mais vous voyez que l'espace, là, c'est un espace extérieur, on est dans une forêt, on se balade, on voit au fond à droite l'église. Alors évidemment, on se dit, le premier réflexe, c'est de se dire, il n'y a pas d'espace, circonscrit, on se balade, hein, c'est toute l'histoire de l'Émile. Plutôt que de lui apprendre ce que c'est qu'un papillon, faites-le se balader dans la forêt, découvrir des papillons, laissez-lui poser des questions, et puis vous viendrez, on est au XVIIIe siècle, hein, on est bien avant le XXe, on est bien avant Montessori, on est bien avant Freinet, alors, mais on est en même temps dans le cadre d'une éducation individuelle. Et puis, donc, on se laisse séduire par cette image, et en même temps, si on regarde un peu plus longtemps, on voit que l'enfant qui a un mouvement vers quelque chose, on sent qu'il a envie de poser une question, il est quand même sous la coupe de l'éducateur. Et puis ce qu'on voit au fond à droite, c'est l'Église. C'est l'Église. Et donc tout cette image qui est très séduisante, et que, enfin je sais pas si vous n'avez pas lu l'Émile, c'est une espèce de feu d'artifice, de modernité pédagogique. En plus c'est bien écrit, il n'y a pas comme dans les livres d'aujourd'hui, il n'y a pas de bullet point, de schéma, de trucs. Enfin c'est juste de la littérature, de la pensée. Alors on se laisse séduire, et en même temps on comprend aussi que se met en place dans ce cadre-là une forme de domination. Hein, et on comprend aussi comment se positionne l'école moderne, française, républicaine, qui consiste à arracher l'élève de sa communauté, de son espace familial, social, religieux, pour le mettre dans un espace neutre, laïque, dans lequel la vérité est centrale. Et d'une certaine manière, on prend ça comme un mouvement de libération. Je voudrais rappeler ça quand même. Je voudrais le rappeler. Parce que on se pose avec ça, évidemment, pourquoi ça ne marche pas Montessori, etc. Mais il faut là avoir un regard historique et politique pour comprendre ce que ça a été que cette invention de la classe collective. Alors évidemment, il y a d'autres idéologies qui sont à l'origine du fondement de l'espace-classe, les idéologies de la révolution industrielle, etc., la centralité de la consigne. Je ne viens pas louer l'espace tel qu'il est fait aujourd'hui, mais je ne voudrais pas qu'on le regarde comme naïvement, comme un espace de domination, d'inefficacité pédagogique. Ça serait oublier ce pourquoi on l'a fait. Laisser l'élève à l'extérieur, laisser l'élève dans son village, c'est le laisser au proie à une certaine forme de domination. Et ça me paraît intéressant parce que cette gravure, elle n'a pas du tout été faite pour montrer ça, mais on voit quand même l'élève qui est sous le regard de son maître, certes bienveillant, et puis on voit l'église au fond à droite, et ça me paraît, je ne sais pas si c'est une maladresse ou une volonté, j'en sais rien, mais enfin ce truc me paraît intéressant à la fois de liberté, d'autodétermination, et en même temps de risque. Donc voilà, alors je voulais juste te rappeler ça, parce qu'au début, moi je montrais toujours cette image, en disant, regardez, c'est génial, l'autodétermination, et ça. Oui, mais il y a d'abord, en plus, et il n'y a qu'un élève.
Il n'y a qu'un élève sur cette photo. Au loin, derrière les arbres, il y en a des milliers et des milliers qui ne sont pas pris en charge. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc voilà, Émile Oudlet de l'éducation, quelque chose d'assez ambigu, mais cette ambiguïté, moi m'intéresse, y compris dans les questions spatiales. Alors je vous ai mis ça aussi comme photo, ça vous dit quelque chose? C'est pas un problème de pixelisation, on n'a pas mieux. C'est en fait un film qu'on trouve sur YouTube, qui est un film qui a été réalisé par une classe dont le maître était Célestin Freinet. C'est un document extrêmement précieux. Et c'est ces films de correspondance. C'est-à-dire que c'est les films... C'est bon, un des inventeurs de la classe verte, etc. Et il emmenait ses élèves, puis là c'est en Bretagne, ses élèves rencontraient d'autres élèves, tissaient des liens, et s'envoyaient une correspondance. Et une correspondance vidéo. On est en 1920, hein. La caméra individuelle, voilà, elle est ce qu'elle est. Et on voit ce film, vous cherchez film de correspondance, Freinet, etc. sur Internet, et vous verrez les élèves qui passent, alors il n'y a pas le son, vous verrez les élèves qui passent devant la caméra et qui font un sourire, en envoyant quelque chose, on imagine le projet de cette classe. Donc, et je vous montre encore une autre photo. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah ben je l'ai plus. Attendez. C'est moi qui ai mal... Oui, alors c'est toute fin, comme ça vous voyez toute mon intervention. Ça, c'est une des classes de Freinet. Alors, vous voyez, ça pourrait être une photo de Steelcase. Vous mettez un peu de couleur et un peu de chaise Node, et hop, vous avez une classe Steelcase. Vous avez d'abord la multi... le côté on affiche partout, il n'y a pas un tableau noir. Les plans de sable, là, en fait, sont un exercice de géologie, mais vous voyez que les élèves tripatouillent. Il y a une forme de multipolarité de l'espace qui me paraît intéressant. Alors, évidemment, là aussi, on pourrait se dire, ah bah, Freinet, on ne l'a pas écouté. Alors oui, on ne l'a pas trop écouté, Freinet, ça c'est sûr. Montessori non plus, Steiner pas trop, etc. Il y a plein de gens qu'on n'écoute pas, en fait. Mais c'est pas parce qu'on est bête, c'est parce qu'il y a un contexte social et politique. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui disent vrai et des gens qui disent faux, c'est parce qu'il y a un équilibre social et politique qui fait qu'à un moment donné, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et donc ce qui m'intéresse, nous, en tant que cabinet de design, c'est de trouver des moyens pour que ça passe. C'est-à-dire de ne pas en rester à... Et moi, ça m'intéresse énormément ce qu'a fait cette prof d'anglais, c'est qu'elle a trouvé des moyens pour que ça passe. Et le design, en fait, cherche à créer des moyens pour que ça passe. Et alors, pour que ça passe... Il ne faut pas désidéologiser le truc parce qu'il y aura toujours de l'idéologie. C'est toujours un peu naïf de croire qu'il y a de la politique et de l'idéologie dans tout ce qu'on fait. Mais je voudrais... En fait, ce qui m'intéresse dans la classe de Freinet... Ah bah zut, j'ai pas mis le truc dans le bon sens. Ce qui m'intéresse dans la classe de Freinet, c'est que c'est d'abord du bricolage. Moi, je m'imagine la communauté autour de l'école en train de construire cette salle. À l'époque, il n'y avait certainement pas de service technique de l'éducation nationale qui venait dès qu'il y avait un problème, ou dès qu'il y avait des ordinateurs qui ne marchaient pas, des profs qui hurlaient dans une salle en disant « oui, mais au ministère, on ne nous donne pas les moyens, etc. » Là, on s'imagine que ces gens-là ont bricolé. Ils n'ont pas acheté leur bac à sable dans la boutique Freinet. Ils ont bricolé leur bac à sable. Ils ont affiché leur tableau. Et puis on s'imagine que, si on regarde la classe 2 ans plus tard, elle ne ressemble plus à la même chose. Et ce qui m'intéresse, c'est cet esprit de bricolage. Le design consiste à redonner le pouvoir d'agir par le bricolage. Et dans tous les espaces nouveaux d'apprentissage que je vois, je trouve qu'en fait, on est en train tout simplement de remplacer une standardisation par une autre. Oui, alors les poufs, j'adore les chaises, les poufs, j'adore... Bon, le Open Mind Café, je le pratique. C'est le temple, en fait, on a mis tout ce qu'on attend dedans d'un espace cool, moderne, machin, on a des poufs, de l'écran, du canapé, et puis alors, le canapé est tellement lourd que dès que vous voulez le bouger, on ne peut plus le bouger. Mais on voit bien que ce canapé-là, il nous enferme, tout autant que le tableau noir. Cet écran géant sur le mur, il nous enferme. Le côté cool, je mets de la couleur partout, j'ai une espèce de luminaire un peu design, j'ai des fauteuils, mais il nous enferme pareil. Et donc, on va en fait remplacer une standardisation par une autre. Alors maintenant, je reviens au fil de mon intervention. Et en fait, le problème de la massification de l'enseignement, c'est au moment où on commence à se préoccuper massivement d'éducation, et ce qui est une bonne chose, le moment où on arrache massivement l'apprenant à sa communauté,
qui le biaise, qui le détermine, etc., eh ben, on va standardiser. Mais qui dit standardiser les espaces. Qui dit standardiser les espaces, alors je vous montre, c'est un peintre américain qui s'appelle George Tucker, qui est mort il n'y a pas très longtemps, et qui montre ce phénomène de standardisation de l'espace. Alors je vous montre plusieurs... mais partout, là, c'est pas dans l'éducation, c'est dans l'administration, c'est au bureau, vous voyez les angles et la répétition des espaces, pareil, le métro, la réflexion sur la répétition des espaces. Alors, ça c'est après, voilà. Alors, du coup, le problème n'est pas tellement de remplacer... Le risque est de remplacer un standard par un autre. C'est de remplacer la classe laïcarde et républicaine par un truc cool. Mais le cool, il est tout autant déterminant et idéologique. Et moi, dans mes combats que je mène avec mes clients sur la création de ces espaces, moi, mes clients me demandent, je voudrais un baby-foot, par exemple. Je voudrais des chaises nodes. Alors, le boulot a été fait, mais je voudrais des chaises nodes. Je voudrais des TBI. Je voudrais de la couleur. Je voudrais... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la doxa, de la coolitude, dans l'apprentissage? Le pouf. Alors, ça, c'est bien. Et la machine à café. La Nespresso. On ne veut plus appuyer sur le truc et mettre ses 20 centimes. On veut que ça soit cool et que ça soit Georges Clooney qui nous serve le café. Donc, tout ça moi, m'effraie tout autant que quand je regarde, et encore, la classe qui a été créée dans les années 20, c'était un combat social et politique. Donc ça, je trouve qu'encore ça, c'est courageux. Mais le côté, on est cool et on dépense un maximum d'argent pour transformer ça en salle de pause, ça m'intéresse pas beaucoup, moi. Ça m'intéresse pas beaucoup. Alors moi, je pense que ce qu'il faut, c'est renouer avec l'esprit du bricolage. Je pense que ce qu'il faut, c'est d'abord renouer avec la conscience de l'espace. Je suis en France, on n'a pas une conscience énorme de l'espace. Et j'attends moi je dis Mouawad qui va venir tout à l'heure, qui nous parle de cette conscience de l'espace, parce qu'au théâtre, on l'a développée, cette conscience. En France, on subit des espaces d'apprentissage, mais moi j'ai vu des formateurs arriver dans des salles complètement adverses, mais ne rien faire, parce qu'ils n'en avaient même pas conscience. Même pas conscience. Alors la première chose à faire pour renouer avec la conscience de l'espace, c'est de vider les espaces. De les vider totalement. De tout déboulonner. L'espace vide... Peter Brook, encore un metteur en scène de théâtre, les Bouffes du Nord à Paris, la question de vider l'espace. Pour revenir à c'est quoi l'espace, où je suis, de quoi j'ai besoin. Revenir à cette frugalité de l'espace. On est gavé de tout. On est gavé de tout, même si on est en ressources relativement restreintes maintenant, mais enfin... Vous voyez comment on apprend ailleurs et à quoi ressemblent nos espaces d'apprentissage. On est gavé de tout. Nos centres de formation, maintenant je vois apparaître des TBI, des écrans. Là, vous voyez, on est gavé de tout. Et donc on ne sait même plus à quoi tout ça sert. On a tellement d'objets, tellement de trucs qu'on ne sait même plus. Donc la première chose, là c'est un projet qu'on a fait, qui n'a pas été retenu parce qu'on nous a demandé des baby-foot. Donc on a mis des baby-foot à nous en crever le cœur. Le projet, c'était l'espace vide. C'était de commencer... Je ne dis pas le client, mais c'était de commencer, de prendre cette salle de 250 mètres carrés et d'abord de la vider. Et donc la question du mobilier qui disparaît. Et de la possibilité de l'apprenant et du formateur de reconstruire sa salle. Le mur que vous voyez ici, c'est un mur de table que vous pouvez décrocher et mettre à loisir. Et c'est le formateur, l'apprenant qui va le faire. Qui va le faire. La question de l'espace vide, d'éprouver le manque pour redécouvrir l'usage en quelque sorte. Donc, vider l'espace. Là, c'était une autre expérience qu'on a faite dans un théâtre à Dunkerque. Qui s'appelle le Théâtre de la Licorne, qui est un lieu de création. 400 mètres carrés en plateau. Absolument pas de mobilier fait pour la formation. Et on a, en fait, complètement, avec l'équipe, essayé de reconstruire un espace éphémère d'apprentissage avec les moyens du bord, avec ce qu'on trouvait. Alors, on a aussi découvert, par exemple, parce que c'était un théâtre dans lequel, quand on vit tout, on découvre des choses. On a découvert que la lumière, la possibilité de moduler la lumière, de la centrer, de l'élargir, de mettre dans le noir, de mettre dans le jour, était un truc hyper puissant. Par exemple, là, on a occulté, en haut, il y avait, c'était des fenêtres toit, et possibilité de l'occulter. À des moments où les gens devaient se recentrer sur leur production, sur leur table, on allait centrer des projecteurs qu'on allait installer directement. On n'avait pas un type qui était là pour nous créer un espace d'apprentissage luxueux et confortable. On a installé les projecteurs sur l'espace qu'on voulait mettre en scène.
l'espace présentation aussi, alors on le voit pas très bien, mais l'espace présentation, c'est-à-dire qu'à des moments, je me reconnais tout à fait dans cette prof d'anglais, il faut que ce que produit le groupe soit mis en valeur, soit rendu beau. Et donc là aussi, le fait qu'on vide l'espace et qu'on mette les productions d'un groupe sur un espace vide, éclairé, etc., tout d'un coup, surgit une espèce de beauté dans la production. Et l'apprentissage, ce qu'on est en train d'apprendre, prend de la valeur. Mais ça, il n'y a que l'espace vide qui nous le permet. Sinon, vous vous retrouvez au milieu d'une chaise en U, à faire un jeu de rôle un peu bancal, avec un bureau que vous pouvez même pas bouger parce qu'il y a des prises, etc. Ou alors au milieu d'un pouf ou d'un canapé qui est super cool mais qui vous bloque le passage. Peu importe. Hein. Donc, nous, notre sujet, c'est parce qu'on ne sait pas trop. Moi, je pense qu'on est dans un truc de transition. Et puis aussi, on doit renouer avec cette idée que les gens reprennent le pouvoir sur leurs espaces, sur leurs objets, sur leur production. Et y compris sur leurs espaces d'apprentissage. Et donc, nous, tout notre combat, c'est de créer du mobilier, de l'espace, que les gens vont pouvoir réinvestir comme ils le souhaitent. Hein, et ça, c'est extrêmement important. D'abord parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils veulent. On ne sait pas trop ce qu'ils vont inventer. Et puis ensuite, ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas envie de remplacer un standard par un autre. Qu'on essaie de renouer avec les pères fondateurs du design. Hein, je ne sais pas si certains connaissent le mouvement Arts and Crafts de William Morris. Hein, c'est ces gens qui, au moment où la société se massifie, où on rentre dans les révolutions industrielles, on constate que les gens sont éloignés, perdent leur pouvoir sur ce qu'ils produisent, ce qu'ils consomment, là où ils habitent, là où ils apprennent. Et donc, ce mouvement Arts and Crafts dit, mais attention, oui, attention, j'ai fini, attention, en éloignant les gens de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils consomment, etc., vous créez un espèce de mal-être existentiel et aussi vous ramollissez leur capacité d'apprendre et de s'engager. Donc voilà, moi, mon sujet, je vous montre quelques exemples de choses qu'on crée. Par exemple, là, on avait créé au plafond tout un réseau de câbles pour que les gens puissent accrocher ce qu'ils voulaient un peu partout. Dans ce projet, évidemment, cette partie-là, on a réussi à la préserver. Vous voyez les tables mises en œuvre. Mais ce projet, aussi la lumière, c'est-à-dire qu'on avait proposé des prises au plafond où les gens, avec des câbles, pouvaient brancher leur lumière et rééclairer l'endroit qu'ils voulaient rééclairer. Voilà. Ne pas remplacer un standard par un autre. Laisser les acteurs reprendre leur pouvoir sur leurs espaces. Pour ça, ça demande de créer du mobilier et de l'espace qui va leur permettre cette liberté. Collars and cares glazed to grey, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp what the body grasp not. The photographic more. 3.1415 alive, no longer man more. Faded for home in 54, doors open like arms, my love. With a great closeness, two kappa, dark after nothing reunited with